La compagnie s'appelle La Maison Éphémère. Elle existe depuis 30 ans et je pense qu'on a fait une bonne trentaine de spectacles. On est deux artistes. On dit qu'on est des artistes indépendants parce que voilà, il y a des spectacles qu'on fait ensemble, des spectacles qu'on fait séparément. À chaque fois, ce sont des spectacles maison éphémères. On est parfois tous les deux à l'écriture, on est tous les deux ensemble à la mise en scène. Parfois, c'est Guy qui met en scène, parfois c'est moi qui mets en scène. Parfois, je mets en scène, il n'est pas du tout dans le spectacle. Parfois, il met en scène et je n'ai rien à voir dans le spectacle non plus. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs configuration. On est une équipe de 3 parce qu'on a une administratrice qui s'appelle Oriane Ondel et qui est vraiment une cheville ouvrière, quelqu'un de super précieux qui fait que cette compagnie tourne et dure. Donc on est une compagnie qui a pour particularité d'avoir 2 metteurs en scène et 2 directeurs artistiques. Ce qui n'est pas le cas. Souvent les compagnies sont dirigées par un metteur en scène, un directeur artistique ou une directrice artistique. Et donc on a du mal à faire comprendre ça d'ailleurs à l'administration et au ministère qu'on est 2 créateurs en fait. Et évidemment on a des partenaires réguliers. On travaille avec Laurent Kay, notre éclairagiste depuis notre tout début. On travaille avec Simon Rankin aussi qui est notre bidouilleur de génie, qui est régisseur mais aussi il est ingénieur électronicien. Et on a Tiffaine van der Hagen qui est l'assistante maintenant attitrée. Mais on n'a pas de troupe par contre, hein, donc voilà. Le spectacle Les bruits de la vie, on a testé une méthode d'écriture qu'on n'avait jamais essayée. C'est la première fois qu'on écrivait vraiment à 2. C'est une création qu'on a fait en 2021. Et au départ de l'écriture, moi j'avais une réplique. C'était « Parle-moi, merde ». Et Brigitte avait une situation de départ qui était dans un bar, où le public est dans le bar. Une rupture. Il y a une rupture sous forme d'esclandre. Et donc, tu as commencé à écrire cette scène-là. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on savait qu'on écrivait pour un spectacle itinérant. Et donc, on avait fait tout un repérage des lieux. On est en résidence dans un château, dans un domaine provincial, à Hellessines. Il y a un lieu qui est un espèce de bar, que nous, on a aménagé en bar, le bar Les Éphémères. Et puis, il y a une salle au-dessus de ce bar. Et puis après, on sort dans l'espace extérieur. Et puis, il y a un château avec un certain nombre de salles. Et donc, on a imaginé qu'il y aurait 9 étapes, en fait. La contrainte qu'on s'était donnée, c'était s'inspirer de la construction littéraire de la ronde de Schnitzler. Hein, donc, dans la ronde de Schnitzler, il y a 2 personnages, une première scène, un personnage sort de la scène, va en rencontrer un troisième dans la scène suivante, le deuxième sort de la scène, va en rencontrer un quatrième, et ainsi de suite. Donc, et ça s'appelle la ronde parce qu'à la fin, le dernier personnage a une scène avec le premier personnage. Il y avait aussi comme fil conducteur, on s'était donné aussi comme contrainte, qu'il y avait une écharpe qui passait de scène en scène. Et alors ce qui était aussi important, c'est que le personnage qui sortait était celui, finalement, que les spectateurs allaient suivre. On s'était dit, on va mettre beaucoup de monde dans ce spectacle. On a créé ce spectacle en plein confinement. Et donc ça tombait bien parce que ça donnait pas mal de travail aux gens. Alors pour l'écriture proprement dite, on était dans un petit espace, on écrivait chacun à une table, dans le même espace, mais par contre, chacun écrivait une scène de manière totalement indépendante. Chacun a écrit une rupture. Et après, eh bien, on se faisait la lecture l'un l'autre de la scène, en espérant bien sûr que ce soit sa scène qui soit celle qui soit retenue. Mais bon, on est très objectif. Hein. L'auteur originel de la scène était revu par l'autre. En fait, pendant que l'autre écrivait une scène suivante, le précédent corrigeait la scène précédente. Quand on se faisait la première lecture de la scène, on a chacun nos particularités, on est différents, on n'écrit
pas du tout la même chose. C'était dans cette idée, on disait, bah, dans cette scène-là, il manque telle ou telle chose, mais c'est toi qui vas pouvoir mettre ça dans cette scène, tu es mieux placé pour le faire que moi, et vice-versa. Et puis par exemple, bah, cette première scène qu'on a écrite toutes les deux, je disais pour rire, c'était pas spécialement la mienne la meilleure, on a choisi ma première scène, mais sa scène de rupture, on s'est dit, ah mais elle serait vraiment intéressante pour d'autres personnages, à la position 5 par exemple dans le spectacle. Et avec chaque fois cet aller-retour, et puis cet ajustement aussi par rapport aux propos, par rapport à la construction de l'itinérance aussi. Dans l'écriture aussi, ce qui était particulier, c'est qu'on ne s'était pas donné de thème. On s'est laissé vraiment envahir quelque part par les bruits de la vie. Et au départ, c'était très effrayant, cette démarche, parce qu'on se disait mais on n'a pas décidé de parler de telle chose ou de telle chose, donc ça veut dire qu'on rentre dans une écriture en essayant d'être vraiment à l'écoute de soi, enfin du monde autour. C'était pas quelque chose de lyrique, c'était pas l'idée de parler de soi, mais c'était vraiment parler du monde et comment il nous touche. Et donc c'est vraiment toutes ces problématiques sont venues les unes après les autres sans qu'il y ait eu une décision volontariste de notre part. On a créé 4 spectacles, des grands spectacles d'été, où on mêlait des acteurs professionnels avec des amateurs. Le fait de mettre des personnages du réel, que sont les spectateurs, dans cet espace-temps qui est de la fiction, voilà, moi je trouve que ça provoque quelque chose que j'aime. Donc ça crée des spectacles avec 40, 50 interprètes, musiciens et acteurs professionnels et amateurs. Le premier spectacle s'appelait La Noce du Fils, et ça commençait dans une église, la vraie église du village, où il y avait le mariage, et les spectateurs étaient les invités de la noce. Pareil, on a fait un truc sur le logement dans le Brabant wallon, dans un autre château, où c'était une communauté qui devait refaire le toit de leur château, donc évidemment beaucoup trop cher pour eux. Spectacle amateur épouvantablement mauvais, d'ailleurs dont on s'est régalé dans l'écriture parce que c'était Thierry Janssen là, qui avait écrit ce spectacle-là. De cette église, on partait en cortège, on arrivait à la réception dans une cour de ferme, et pareil, les spectateurs étaient les invités de la noce et étaient identifiés comme ça par les personnages. Et des personnages repéraient leur vieille tante, leur machin, la grand-mère et tout ça, parmi les spectateurs. Pareil, le dernier qu'on a fait, ça s'appelait « Moi je rumine des pensées sauvages » que moi j'avais écrit. Et ça se passait au château des Essines. Et l'histoire, c'était un agriculteur en faillite, qui avait eu un incendie et il était mal assuré, voilà, qui n'était pas entendu par les autorités et qui avait décidé d'occuper le château des Essines. Donc même le château qui était un personnage dans la fiction, et avait décidé d'occuper le château des Essines et rester là avec ses machines, ses animaux, ses bêtes, etc. Tant que sa situation ne s'améliorait pas, il restait là. Et donc ce soir-là, il organisait un concert bénéfice, parce que par ailleurs, il appartenait à un groupe rock amateur, et donc il donnait un concert pour faire connaître sa situation. Et il y avait un repas, donc on faisait toujours des repas aussi. Et au cours du repas, il y avait des associations de protection d'agriculteurs, fictionnelles également, mais des associations qui existent vraiment, qui prenaient la parole aux agriculteurs. Les spectateurs, en fait, étaient les personnages des voisins qui venaient soutenir cet agriculteur en déroute. Pareil, on a fait un truc sur le logement dans le Brabant wallon, dans un autre château, où c'était une communauté qui devait refaire le toit de leur château, donc évidemment beaucoup trop cher pour eux, et réaliser pareil une soirée bénéfice où ils donnaient un spectacle amateur sur l'histoire du château, spectacle amateur épouvantablement mauvais, d'ailleurs dont on s'est régalé dans l'écriture parce que c'était Thierry Janssen là, qui avait écrit ce spectacle-là. Et donc, pareil, c'était des gens qui venaient soutenir ce projet d'habitat groupé. Dans ce type de grand spectacle d'été où on mélangeait comme ça les amateurs et les professionnels, c'était quelque chose qui se passait donc, chez nous dans le Brabant wallon, avec chaque fois une
une récolte de témoignages sur la problématique de la région. La noce, c'est les ruraux et les néo-ruraux. Il y avait le logement, l'agriculture. Et donc, on faisait les enquêtes soi-même. Et à partir de là, il y avait écriture. Il y a eu des spectacles où on a fait appel. Thierry Janssen a écrit, Olivier Coyette avait écrit. Et puis, il y en a eu d'autres où c'est Guy qui a écrit. Donc voilà. Ça, c'était aussi un type d'écriture. Donc en fait, c'est un projet qui impliquait 7 communes de l'Est du Brabant wallon. Moi, j'écrivais un discours du bourgmestre. Donc il y avait le bourgmestre qui prenait la parole pour le mariage, pour l'enterrement, pour le spectacle suivant. Et alors, je demandais systématiquement que ce soit les 7 bourgmestres des 7 communes qui interprètent leur propre rôle avec le texte que j'avais écrit. Et souvent, c'était des textes un peu parodiques. Et étonnamment, les bourgmestres se prêtaient vraiment au jeu avec beaucoup de plaisir. Et donc voilà, donc c'est toujours travailler sur le réel. Moi, j'ai écrit un spectacle pour aller dans les appartements, spectacle à domicile. L'idée, c'était alors d'écrire quelque chose qui ne puisse se jouer que dans une maison et qui soit complètement incongru, qui ne fonctionnerait pas sur une scène de théâtre. Donc j'ai écrit Ultime Rendez-vous. C'est l'histoire d'un homme qui fait une rencontre sur Internet d'une femme, mais cette femme, il ne va pas la rencontrer en chair et en os. Elle va lui donner des rendez-vous à travers l'Europe et elle laisse chaque fois des traces d'elle. Et donc peu à peu, il la fantasme de plus en plus. Et le jour de la représentation, en fait, c'est l'ultime rendez-vous. Elle lui a dit, voilà, c'est telle adresse, tel numéro, et je serai là. Et donc quand le personnage entre, les spectateurs sont là, et lui, voilà, il demande si elle est là. Et donc il va devoir raconter son histoire en imaginant qu'elle est peut-être dans les spectatrices ou qu'elle va arriver, ou il ne sait pas. Et donc tout le monde est mis dans cette même situation. Et ce qui est très amusant dans ce principe-là, c'est qu'évidemment, le personnage est presque sûr qu'une des femmes qui est devant lui est celle-là. Quand les choses se précisent, tiens, bon voilà, un tel indice, ça veut dire que, bon, ben, c'est pas une blonde déjà. Comme j'ai joué avec une dame blonde, ben, la dame blonde est un peu déçue du coup. Et donc oh merde. Ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, il y a des gens qui sont invités dans les maisons et qui arrivent en retard. Et alors, quand c'est une dame qui arrive en retard, c'est merveilleux, évidemment, parce qu'alors, le personnage est persuadé que c'est elle qui est arrivée en retard, etc. Et la personne qui arrive en retard ne sait pas pourquoi tous les yeux se braquent sur elle. Et dans le deuxième spectacle d'appartement qu'on a écrit, c'est le même principe, en fait. C'est un personnage qui est un chômeur, un ancien comédien, et qui est engagé par une société pour faire de la démonstration de mandoline pour découper les légumes. Nous, on a vraiment comme habitude et comme volonté de sortir de la représentation théâtrale dans les institutions, dans les théâtres, pour aller au plus près du spectateur, en fait. Les gens qui ne sont pas habitués au théâtre, souvent ont du mal à pousser la porte d'un théâtre. Chez nous, c'est complètement ouvert puisqu'on n'y est pas au théâtre. Comme écriture, moi, ce qui est important pour moi, c'est mon trajet que j'ai fait depuis à peu près 2000, en collaboration avec des partenaires africains. Et notamment, moi, j'ai écrit Georges Dandin in Africa, qui est l'histoire d'une troupe belge qui débarque dans une ville d'Afrique pour créer Georges Dandin de Molière. Le personnage de metteur en scène vient avec des acteurs belges et il intègre dans sa distribution des acteurs locaux. Et l'idée du metteur en scène, c'est de donner les rôles des nobles aux Blancs, donc, et le rôle des serviteurs et des roturiers de Georges Dandin à des acteurs africains, noirs. Et à un moment donné, le metteur en scène demande à Georges Dandin de demander pardon à son beau-père, qui est blanc donc, à genoux, c'est ce qu'a écrit Molière d'ailleurs. Et évidemment, l'acteur qui joue Georges Dandin dit « Ah non, moi, à genoux devant un blanc, jamais ».
Et donc à la fois, le metteur en scène veut dénoncer le colonialisme en replaçant l'histoire de Georges Dordain dans un rapport au noir-blanc, mais en même temps, il le fait de manière maladroite, etc. Mais toute cette écriture était le fruit de toute mon expérience, en fait, parce que je l'ai fait après 14 ou 15 ans de projets divers et variés, et d'accidents, et de réussites et d'échecs que j'ai pu connaître, et qui étaient dus souvent à une expérience, voire une naïveté que j'avais à mes débuts avec les partenaires africains. En 2012, j'ai créé au Rideau de Bruxelles un texte à moi qui s'appelait « Autrefois, il faisait jour jusqu'à minuit ». Je parlais de mon père, c'était assez autobiographique, et je parlais aussi de mon père spirituel, Jim Harrison. Et une des comédiennes, Mathilde Chenel, jouait dans ce spectacle, et par la suite, elle est partie habiter à Phoenix, en Arizona. Et un jour, elle m'a appelée en disant « Mais tu sais, je suis à 2 heures de voiture de où habite Jim Harrison pendant 6 mois de l'année ». Donc j'y suis allée, mais à ce moment-là, Jim Harrison était mort, c'était en 2016. Donc un peu alors comme un pèlerinage, on a été dans ce village voir l'endroit, le Wagon Wheel, qui était le bar où il buvait sa vodka tous les jours à 4 heures, parler aux gens à qui il avait parlé, et on s'est dit oui, il y a vraiment une matière à spectacle parce que c'est une toute petite ville en fait, pas très riche, avec des gens qui sont arrivés dans les années 40 avec plutôt la Beat Generation. Donc il y a un ensemble de sujets, de choses vraiment riches et intéressantes dans cette toute petite ville qui s'appelle Patagonia. On a fait des interviews, on filmé, pris des photos, et à partir de là, moi j'ai écrit toute une série de scènes. Et puis là, on va travailler avec un travail de 15 jours de plateau. On va écrire quelque chose, pas l'ordre de personnage, mais ce sera nous, en tant que personne, donc Brigitte et Mathilde, qui seront sur scène. Mais en même temps, ça sera fictionnel. C'est pas de la conférence, c'est quelque chose d'agrandi. On peut mentir. Jim Harrison, il dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Donc du coup, ça élargit. Et donc ça va être une écriture à partir de ce travail de plateau, où moi, je vais reprendre et puis écrire. Et puis après, il y aura évidemment une partie de la littérature de Jim Harrison, notamment la poésie.